Bonjour, je suis Denis Arcand, le réalisateur de Testament, le film que vous allez voir bientôt. Je ne fais plus de pitch depuis très longtemps et pour moi, les pitchs, c'est quelque chose qu'on faisait en publicité. Quand je faisais de la pub, j'en ai fait pendant 15 ans au milieu de ma vie et là, on faisait des pitchs pour dire: «Ah voilà, je vais vendre mon projet puis ça va être ça». Et deuxièmement, c'est toutes des choses que j'impose aux producteurs avec lesquels je travaille. S'il faut faire un résumé du film, vous le faites, pas moi. Parce que ça me prend 2 heures pour articuler un propos. Vous voudriez que je le fasse en 2 minutes, mais si je pouvais le faire en 2 minutes, je ferais un court-métrage. Ce serait beaucoup moins cher, beaucoup moins long et ce serait simple, ce serait en 2 minutes. Donc, ne me demandez jamais de résumer mes films, ça me prend tout ce temps-là. Bon, si j'essaie de vous aider dans votre quête, je vous dirais que c'est un monsieur plutôt âgé qui habite une résidence pour personnes âgées, justement, une résidence subventionnée par le gouvernement. Il habite là. Cet établissement a une directrice dont il est secrètement amoureux, mais il est terriblement timide. Il n'ose pas déclarer ça. Et il y a dans cet établissement, qui est un établissement, qui est un bâtiment ancien, une peinture que personne ne remarque, qui est là depuis toujours, qui est sur un mur, puis personne ne la remarque trop, c'est un truc historique. Et tout d'un coup arrivent des jeunes qui disent qu'ils sont des autochtones canadiens et disent que cette peinture est une insulte au peuple autochtone et il faut qu'elle disparaisse. Et là, il y a des milliers ou des complications parce que ça implique le gouvernement, ça implique les médias, les journaux, la télévision, etc. Et tout ça. Il y a un énorme scandale. Et donc, je ne peux pas révéler la suite, mais c'est à partir de ça. Ah, c'est très compliqué parce qu'il y a l'inspiration, c'est une des choses extraordinairement mystérieuses et on arrive, j'aimerais pouvoir la contrôler, mais je ne la contrôle pas. C'est quelque chose qui vient de soi, euh, probablement de ses craintes, de ses rêves, d'une partie d'inconscient. On a toujours peur que ça ne revienne jamais. Moi, je sais qu'après chaque film, je suis terrorisé par l'idée que je n'aurai plus jamais aucune inspiration pour un prochain film. Et donc, j'arrive difficilement à savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce projet-ci. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Canada où deux spectacles de Robert Lepage est célébrissime chez nous, ont été annulés. Il avait préparé une chanteuse d'origine corse qui s'appelle Betty Bonifaci, avait fait des recherches pendant très longtemps sur les premiers chants d'esclaves noirs aux États-Unis. Elle avait travaillé terriblement longtemps à la bibliothèque du Congrès où ces documents ethnologiques sont conservés. Et elle avait préparé un spectacle qui a été mis en scène par Robert Lepage où elle chantait, elle, avec un chœur qui était composé de deux femmes blanches et deux femmes noires, je crois, derrière elle. Et il donnait vie à ces très anciennes transcriptions de chants d'esclaves qui ont précédé même le blues, si vous voulez, dans la culture américaine. Après un soir dans un grand théâtre à Montréal, il y a eu des protestataires qui se sont réunis devant le théâtre avec des pancartes disant euh, seuls des Noirs peuvent chanter ces chants. Et il y a trois blanches sur la scène. C'est intolérable. C'était pas une très grosse protestation. Il devait y avoir, je ne sais pas, 25-30 personnes. Et immédiatement, 3 jours plus tard, le théâtre a fermé ses portes et le spectacle a été annulé et interdit pour toujours. Après ça, Robert a préparé avec Ariane Nouchkine à Paris un spectacle sur les peuples autochtones canadiens qui s'appelait Kanata. Là aussi, il y a eu des protestations, mais ça avant que le spectacle ait lieu. Et des protestations qui ont été nombreuses et on ne savait pas trop de qui. De, des gens qui se déclaraient les défenseurs des droits des Autochtones. Mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'Autochtones dans ça, mais c'était des défenseurs des Autochtones. Et là, le spectacle a été interdit avant qu'il ne soit fait.
Et éventuellement, Ariane Mnouchkine, à Paris, elle, parce qu'elle était plus loin des protestataires, a réussi à faire ce spectacle-là qui s'est appelé Canada. Je ne sais pas s'il était bien ou pas. Ces deux événements-là m'ont profondément troublé. Parce que je me dis, il n'y a rien de pire que l'interdiction d'un spectacle pour des raisons morales. Bon, si c'est des spectacles qui prônaient la haine ou la haine raciale ou je ne sais quoi, etc., là, je comprendrais. Il y a des choses qu'il faut interdire. Quelqu'un qui voudrait faire une adaptation théâtrale de Mein Kampf, on comprendrait que c'est pas bien d'encourager ça. Mais là, dans ces cas-là, c'était quelque chose où les opposants s'opposaient pour des raisons morales, des raisons qui les touchaient eux. Ça les heurtait. Les gens sont beaucoup, beaucoup heurtés actuellement en Amérique. En même temps aussi, bon, il y a un livre relativement célèbre chez nous qui s'appelle Nègre blanc d'Amérique, où un auteur assimilait le destin des Canadiens français à des nègres blancs d'Amérique, donc des gens qui ont toujours été, contre lesquels il y a toujours eu de la répression, des choses comme ça. Il y a un professeur de l'Université d'Ottawa qui a mentionné ce nom-là, simplement le nom. Il a dit, bien, il y a un ouvrage qui s'appelle Nègre blanc d'Amérique, et là, il y a une élève qui s'est sentie heurtée. Le professeur a prononcé le mot nègre, mais ce n'était pas le professeur qui traitait quelqu'un de nègre ou qui parlait de ça. Il citait un ouvrage très connu, écrit il y a 40 ans, ou 50 ans même. Et le professeur a été suspendu par l'université immédiatement, sans solde, parce qu'elle avait employé ce mot-là. Tous ces événements-là m'ont troublé terriblement et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé, si vous voulez, à travailler sur ce sujet-là. Et j'ai créé un personnage qui est quelqu'un de mon âge, donc un vieux monsieur, qui, qui se sent déphasé par rapport à la vie courante, par rapport à ce genre, ce type de protestation-là, mais par rapport à plein d'autres choses aussi. Il ne comprend pas pourquoi les gens maintenant se font tatouer. Pourquoi la mode, c'est que tout le monde est tatoué. Il ne comprend pas non plus les réseaux sociaux. Il n'est pas très bon avec son ordinateur et il ne suit pas les querelles qui se développent sur Twitter, sur Facebook, sur enfin tout ça. Il est dépassé par les événements, comme je le suis, dépassé par des événements. Et donc, c'est l'histoire de ce monsieur-là qui est dépassé par les événements. Mais ce n'est pas non plus un film noir, parce que c'est, à la fin, il trouve une solution pour lui-même qui est une solution individuelle. Et je crois assez au fait que j'ai l'impression que de nos jours, il faut tous, chacun qui nous sommes, euh, trouver une sorte de situation, un petit coin possible de bonheur pour chacun, parce que je ne crois plus aux solutions sociales, si vous voulez, aux solutions collectives. Je ne pense pas qu'il y a, pour le moment, nos pays sont dans un tel chaos que c'est illusoire de penser qu'il y a des solutions collectives. Oui, absolument. Et particulièrement, la comédienne principale, Sophie Lorrain, à qui j'ai envoyé le scénario quand il a été écrit, parce que je voulais qu'elle joue dedans. Nous nous sommes rencontrés pour un déjeuner et la première chose qu'elle m'a dit, on va se faire crucifier. Mais je vais le faire quand même parce que ça vaut la peine, il faut que je le fasse. Et donc, elle le savait déjà. Et là, ça se confirme maintenant une fois que le film est fait. Pendant que j'ai fait le film, je me suis pas soucié de ça du tout. En fait, je m'en fiche parce que bon, il y a un film à faire. Ce film-là vient en général d'une espèce de nécessité intérieure à laquelle on répond et c'est pour ça qu'on fait le film. Quel sera le destin du film? En général, je m'en soucie une fois que le film sera fini. Et là, je sais que on a eu quelques réactions de directeurs de festivals ou de gens qui... Et c'est pour ça que je suis extraordinairement heureux d'être à Angoulême, parce qu'on a eu des relations de directeurs de festivals qui nous ont dit, écoutez, c'est absolument formidable, mais on ne peut pas le montrer, parce qu'on ne se fie pas à notre auditoire.
Notre auditoire est très jeune et est hypersensible et nous craignons des émeutes ou nous craignons des réactions terribles de nos auditoires. Et donc, c'est déjà arrivé, cette histoire-là, de la cancel culture. Comme le film n'a jamais été montré en public, et en fait, il va être montré pour la première fois à Angoulême, ce qui est extraordinaire pour nous. On va savoir là, le soir, à Angoulême, comment les gens vont réagir à ça. J'avoue que ça m'angoisse un peu, mais bon, on n'y peut rien. Ben, en tout cas, c'est comme ça que j'espère que vous avez raison et j'espère que ce sera ça la solution parce qu'effectivement, ce n'est pas une attaque, parce que c'est simplement quelqu'un qui est dérouté par ça et qui ne comprend pas, qui ne comprend pas tout à fait que quand il y a des prix littéraires, ce ne soit que des femmes qui gagnent et qu'on lui donne un prix aussi, parce qu'il n'est pas absolument méprisé, on lui donne un prix qui est hommage à nos aînés. Qui est la chose la plus horrible qu'on peut recevoir comme prix hommage à nos aînés. Mais on lui donne ce prix hommage à nos aînés. Donc, il n'y a pas personne qui crache sur lui, mais c'est comme, c'est quand même quelque chose de douloureux en même temps, puis d'incompréhensible. Et ça s'applique à plein d'autres choses. Tout le monde virtuel des ordinateurs, des communications électroniques, etc. et tout, il est étranger à ça, mais il voudrait comprendre, il ne comprend pas tout à fait, il voudrait suivre. Et ce n'est pas une attaque contre ça. C'est quelqu'un qui se dit, nous vivons en plein chaos. Et ce chaos est incompréhensible pour tout le monde, y compris pour les jeunes, y compris pour les femmes, y compris pour tout le monde. Il est partiellement incompréhensible et c'est encore plus incompréhensible pour quelqu'un d'âgé. Et donc, il a de la difficulté à suivre, mais c'est tout ce que le film dit. Le film ne condamne personne, bien entendu. Qui serais-je pour condamner quiconque? Soit effacer ou corriger. Ça pourrait aussi se produire. Bon, aux États-Unis, il y a eu d'abord l'inspiration à propos de la peinture vient d'une peinture qui est au sous-sol d'un musée célèbre de New York qui s'appelle Museum of Natural History, le musée d'histoire naturelle de New York qui est très, très célèbre. Et au sous-sol, il y a justement la rencontre entre un, un explorateur hollandais, le premier qui a découvert l'île de Manhattan, et les premiers Indiens qui habitaient l'île de Manhattan. Et là, les Indiens ont protesté. Les descendants des Indiens actuels ont protesté disant que ce tableau était raciste. C'est exactement comme dans mon film. La solution qu'ont trouvée les autorités du musée, c'était de mettre un, une plaque de verre devant la peinture et d'imprimer comme des petits post-it, des petits messages disant ceci est inexact. Ils n'ont pas effacé la peinture, mais ils la corrigent. Bon, alors, est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Eh bien, ça, on pourrait faire ça pour plein de tableaux célèbres. On pourrait faire Suzanne et les vieillards de Rubens et dire exploitation du corps féminin. Elle est nue, ils sont vieux, etc. Bon, ben, on pourrait imaginer ça, qu'on va revoir l'ensemble de la culture. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une exposition actuellement qui critique Picasso. Parce que, bon, Vraiment. les Américaines maintenant protestent largement contre l'œuvre de Picasso, puisque c'était un homme qui se comportait mal avec les femmes dans sa vie privée. Donc, voilà une raison pour corriger ces tableaux. Alors, il y a une exposition actuellement qui est en cours où il y a des explications, il y a des œuvres de Picasso, mais il y a aussi des explications écrites partout autour, disant c'est affreux, c'est un misogyne, etc. et tout. Je dirais, est-ce qu'on s'en va vers ça? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, c'est très dangereux. La question est de savoir maintenant, il y a quelqu'un qui me posait cette question-là l'autre jour, justement. Est-ce une vague momentanée ou est-ce vraiment un tournant définitif? Si c'est parce que, bon, vous savez, dans les années 70, il y a eu une vague maoïste. Tout le monde à Paris était à la mode, et puis tout le monde était maoïste. Jean-Luc Godard a fait des films, La Chinoise, où les gens citaient Mao Tse-tung et tout. Et puis, au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que Mao Tse-tung était un horrible dictateur, que la Chine était un pays
épouvantable, c'est une dictature de l'armée rouge, etc. et tout. Et ça s'est calmé, les gens sont revenus à la raison. Il n'y a personne maintenant qui cite la Chine comme étant un exemple glorieux de gouvernement progressiste. Est-ce que ça va être la même chose qui va se produire dans ce cas-ci ou si c'est un tournant définitif de civilisation? Si c'est un tournant définitif, c'est très inquiétant et je suis assez heureux d'être vieux et de disparaître bientôt parce que je ne verrai pas ça. Et je vous plains, Patrick. Ne me plaignez pas trop parce que moi-même, j'entre dans le troisième âge, donc je suis assez heureux comme vous. Vous avez l'air beaucoup plus jeune que moi, en tout cas. Oh. Donc, euh, ça, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question-là. C'est possible que ce soit juste une sorte d'exagération, parce que, bon, on sait toujours que l'histoire avance comme un balancier et on va à des exagérations et on revient tout d'un coup à quelque chose de plus raisonnable. Est-ce que ceci est en train de se passer? Je ne sais pas, j'espère que oui. En partie, mais il n'y a pas seulement lui, il y a aussi Yves Jacques, il y a aussi Pierre Curzi. Alors, ça dépend des films. J'ai comme une famille d'acteurs, puis j'essaie de trouver celui qui correspond le plus au personnage que je viens d'écrire. Euh, et je pense que beaucoup de réalisateurs sont comme ça. Bergman était évidemment comme ça. Pour le maquillage et la coiffure de Rémi Girard, je disais à mes collaborateurs, je veux Fernando Rey. Je pensais spécifiquement à Fernando Rey dans Le charme discret de la bourgeoisie, hein, dire un film que je révère. Et donc, là, je me disais, voilà, on va le transformer, puis on va faire un peu Fernando Rey avec la barbichette un peu grisonnante, etc. Et tout ça. Et c'est les indications que j'avais données à Rémi. Donc, bon, ben voilà pour ça. Puis c'est confortable d'avoir une famille d'acteurs parce que, bon, on se connaît tous, on est là depuis longtemps, c'est des gens qui me suivent, ils sont là, ils savent où je vais, d'où je viens, euh, c'est quoi la démarche qu'on fait. Et c'est agréable, on retrouve des amis. Parce que, chose assez étrange, dans la vie, nous ne sommes pas du tout des amis, on ne se voit jamais. Je n'ai jamais mangé chez Rémi Girard, il n'a jamais mangé chez moi, etc. On ne se voit que quand on fait des films. On se retrouve et on travaille ensemble et c'est tout. C'est un hasard. Non, c'est vraiment un hasard parce que Sophie, c'est quelqu'un qui a des cheveux frisés et donc elle a une espèce de tête et c'est une très grande vedette de télévision chez nous. Donc, tout le monde la connaît, etc. Et je voulais changer sa tête simplement pour pas que les spectateurs fassent immédiatement le lien avec les personnages qu'elle a joués à la télé, des choses comme ça. Donc, je voulais la changer et c'est la seule façon qu'on a trouvé de la changer. Ben oui, ça, c'est totalement vrai. Vous n'avez qu'à penser, il y a un indice du bonheur maintenant qui est établi par les Nations Unies et le premier pays tout le temps, c'est la Finlande. Euh, c'est des pays froids. C'est très simple parce que pendant l'hiver, vous ne pouvez pas protester. Alors, dans un pays comme la France, ça serait extraordinaire, mais le président Macron, à ce moment-ci, attendrait avec impatience le mois de décembre parce qu'on ne peut plus sortir dehors, il fait moins 40. Donc, ça règle le problème des émeutes et de ce genre de choses-là. Et on ne sait pas pourquoi, mais de tout temps, les pays nordiques et dans l'indice de bonheur, c'est la Finlande, mais c'est aussi la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Islande, c'est toujours ça. On ne sait pas vraiment pourquoi le Canada aussi suit dans cette catégorie de pays. Et c'est des pays où il se passe absolument rien. Le Canada, c'est le pays où c'est le moins passé de choses dans l'histoire. Il ne se passe rien au Canada. Le Canada n'a jamais été impliqué vraiment dans des guerres. Il n'y a pas de famine, il y a des feux cet été. Bon, là, c'est énorme pour nous parce que ça arrive jamais. Et donc, je ne sais pas, ces pays-là, on dirait, mais en même temps, c'est des pays ennuyeux parce que, bon, c'est sûr que l'Italie, c'est 1000 fois mieux. Mais voulez-vous voir la vie de l'Italie? Bon, c'est toujours ça, c'est la problématique de. Vous savez, il y avait une réplique qui était dite par Orson Welles dans The Third Man, là, où quelqu'un dit la Renaissance italienne, c'est l'apogée de la culture humaine, mais c'était des guerres sans arrêt, des massacres, des machins et tout ça. Pendant ce temps-là, les Suisses
on était totalement en paix. Le résultat, c'est que la Renaissance italienne a produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et tous les autres. Et puis les Suisses ont fait une horloge qui fait coucou et du fromage avec des trous. Euh, voilà, voilà l'histoire humaine. Ouais. Ouais, ben c'est ça, c'est mon histoire à moi. C'est la phrase que mon père me disait à la fin de sa vie, je n'ai plus personne à qui parler. Et ça, moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est une phrase il me disait, je suis seul. Parce que à mesure qu'on avance en âge, autour de soi, il y a un vide qui se fait. Nos amis meurent, nos amis disparaissent et on finit par être un peu seul. Et c'est ce que je vis en ce moment. Puis je voulais que Rémi dise ça aussi. C'est un des drames du vieillissement, si vous voulez. Je ne sais pas si j'entrevois toutes les possibilités. Je sais que j'en vois beaucoup, mais je ne pourrais pas contribuer à leur réalisation, malheureusement, parce que ce dernier film, pour la première fois de ma vie, j'étais fatigué. Pendant vous savez, c'est un dur métier d'être réalisateur. Moi, me lever à 5h30 du matin pendant 2 mois, c'est pas mon idée du bonheur. Et être debout derrière la caméra, même si c'est extraordinaire de filmer des choses, être debout derrière une caméra de 7h30 le matin à 6h30, 8h le soir, c'est extrêmement fatigant et j'étais physiquement totalement épuisé quand le film s'est terminé. Et donc, voilà, c'est le dilemme auquel on fait face. C'est sûr qu'à mesure qu'on vieillit, on comprend enfin mieux cet outil extraordinaire qui est une caméra et le montage, et tout l'ensemble, la panoplie des outils cinématographiques, mais on est probablement, le problème, c'est l'énergie. Est-ce qu'on aura assez d'énergie pour pouvoir en utiliser une partie? Je ne sais pas. Xavier a connu des films, a connu des insuccès très douloureux dans les dernières années, et ça, je comprends très bien, mais je crois qu'il va revenir là-dessus, parce on a toujours... Moi, j'ai voulu abandonner plusieurs fois. Il y a plusieurs fois où je me disais, non, ça suffit, c'est trop dur, c'est impossible, je ne continue pas, je m'en vais chez moi. Et effectivement, j'habitais la campagne. Exactement ce que Xavier a dit, je me retire à la campagne et je vais regarder le monde brûler. Je l'ai déjà fait, je me suis retiré à la campagne déjà 2 ou 3 fois, et éventuellement, on revient. Donc, je suis sûr qu'il a trop de talent pour rester indéfiniment à la campagne, mais de toute façon, une période de réflexion et un retrait temporaire, c'est jamais mauvais. Je suis sûr qu'on revient avec d'autres idées. Vous savez, moi, entre Gina en 74 et Déclin de l'Empire américain en 84, j'ai été 12 ans sans faire de film. Enfin, je travaillais autre chose parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Je travaillais à la télé, je faisais des documentaires, des choses comme ça. Mais j'ai été un long moment. Et quand je suis revenu, c'était différent. Il y avait des choses que j'avais mieux comprises. Et ça a été, je crois, bénéfique pour moi. Je pense que ça va être la même chose pour vous. Non, je ne viens pas à Angoulême, malheureusement, pour des raisons logistiques. Il y a la sortie du film qui est immédiatement après au Canada. Je suis âgé et pour moi, le décalage horaire est absolument horrible. Quand je vais en Europe, j'en ai pour 2 mois avant d'être capable de dormir paisiblement après. Et donc, ma santé me permet pas ça parce qu'il va falloir que j'aille en France quelque part plus tard cet automne, etc. Voilà. C'est juste pour ça, c'est des raisons physiques. Sinon, j'y serais avec plaisir. Ma femme y est continuellement, chaque année depuis toujours, et elle adore ça. Et elle essaie de me tordre le bras à chaque fois, puis je résiste et tout ça. Voilà.